protéger en Afrique qui n'a pas fait un plan de gestion, parce que systématiquement on le fait. Donc moi je ne comprends pas le résultat, quoi. Ça veut dire que le plan de gestion, aussitôt qu'il est fait, ils le mettent à la poubelle, ou c'est que le plan de gestion n'est pas fait? C'est assez incroyable. Oui. Pour qu'on dise qu'il n'y a pas de plan de gestion, c'est que là je m'arrêterai là-dessus. Plan de gestion fonctionnel. Donc il y a souvent le papier, c'est ce que je disais. Parce que par exemple, je vois au Sénégal un petit parc gris que je connais bien, qui est le Nyokolo, où on a effectivement pendant 5 ans développé un plan de gestion. Donc je suis sûr qu'il existe un document qui décline 50 directions différentes, etc. Et il est en gris parce que le document est resté dans un placard. Et je peux le confirmer. D'ailleurs, c'est bien. Comment ça l'étiquette? Ça a répondu sur un questionnaire? Sur le micro. Oui. Jean-Christophe Vier, donc du programme des espèces de l'ICN, je ne me suis pas présenté avant. Comment ça a été collecté l'information? Parce que Nyokolo, j'imagine très bien que tu as dit oui qu'il n'est pas fonctionnel parce que tu as bossé, mais comment l'information a été collectée? Qui a dit si c'est fonctionnel ou pas? Ben ça c'est de l'info qui sort de toutes les enquêtes sur l'efficacité de la gestion qui sont faites. On avec le RAPAM, le MET, l'IOH. Donc il y a l'ensemble des gestionnaires, soit du site, soit du réseau, etc., qui disent ok, sur ce site, en l'occurrence, c'est absolument pas moi qui ai répondu pour Nyokolo. Et donc, ils disent, bah oui, on a un plan de gestion, ou on a un plan de gestion, mais on l'a jamais validé, donc on l'applique pas, ou on l'a validé, mais depuis que je suis conservateur, il est dans un placard, je l'ai jamais vu, ou je l'ai vu, mais je ne peux pas l'appliquer, parce que etc. Donc, on parle d'un plan de gestion fonctionnel. Okay. Il pourrait y avoir plein de cartes avec, y a-t-il un papier appliqué, un papier appliqué fonctionnel, etc. Bon, j'ai résumé là, mais on peut... Non mais ta question est tout à fait juste. Il faut que j'accélère. Voilà, alors, des qualifications, est-ce qu'il en faut? Ben oui. Est-ce qu'il y en a assez? Ben non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la formation et qu'on continue. C'est vraiment un axe essentiel. Des effets, finalement, mais là, on pourrait faire la même remarque que celle que tu viens de faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur tout un tas de lieux, et quand on regarde les grands blocs, les blocs suffisamment, pas forcément en espace, mais où il reste encore des populations animales de grands mammifères, en nombre suffisant pour être viables dans des espaces et des écosystèmes viables, ou qu'on espère viables, bah dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être un ou deux là, mais ça ne fait pas grand-chose, donc connectivité complètement perdue, et isolement des populations. L'information aussi, on en a fait beaucoup. Bon, la formation, c'est normal, on part de très loin, il y a toujours des nouvelles personnes, la population croît, et voilà. Formation, ça me choque moins que celle-là. Des résultats, alors, évidemment insuffisants, ça c'est une carte intéressante qui est un petit peu extrapolée. Alors, je vais me faire tirer les oreilles par les spécialistes des lions et tout. Ben, enfin, ça, cette carte, c'est une carte qui date des années 90 et qui nous donne la répartition estimée du lion à cette époque-là. C'était déjà un peu moins que ça, probablement, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Et puis, l'autre, c'est la disposition des lions, la dispersion des lions, telle qu'on l'a étudiée l'année dernière avec le groupe des spécialistes de l'ICN, des chats, etc. J'en avais déjà parlé. Mais on passe de cette carte à celle-là. Okay, avec ici plusieurs milliers de lions à l'époque. Et aujourd'hui, globalement, c'est une population de 500, maximum 500, avec des tas de parcs où il en reste moins de 10 ou 15, etc. Donc, très loin des populations viables. Donc la prochaine carte, elle sera quasiment blanche. Et ça, c'est la réalité, parce que celle de droite fait l'objet d'études sérieuses. On a poussé le vice jusqu'à analyser les crottes pour pouvoir déterminer combien il y a de lions. Parce que quand il n'y en a plus du tout, on est obligé de regarder par analyse génétique pour différencier si on ne s'est pas trompé, s'il y en a bien 3 ou 2, etc. Voilà, donc une situation quand même un peu pénalisante. Les parcs du patrimoine mondial, on a la chance d'avoir quelqu'un de l'UNESCO, quelqu'un d'important, l'UNESCO pour la biodiversité. Et cette carte nous montre quoi? Elle nous montre que sur les 18 sites, je ne me trompe certainement pas, qui sont actuellement naturels, qui sont actuellement en péril sur la planète, sur approximativement 300 sites naturels, 218. Enfin bref, 217 ou 218, dont 18 sont classés patrimoine mondial en péril, et il y en a 11 dans la région. C'est une illustration simple et complètement neutre de notre état. Alors, est-ce que c'est si grave et est-ce que c'est si spécifique à la région? Ben non. Alors, je vous ai pris quelques chiffres
au Kenya, c'est pas moi qui les donne, c'est le Kenya Weather Service, ils sont tout à fait vrais et publiés. Et donc vous voyez que, bon, je ne vais pas les détailler, vous pouvez les lire, que la situation n'est pas tellement meilleure, sauf qu'effectivement elle est quand même meilleure. Quand il reste 37 000 éléphants au Kenya, c'est quand même beaucoup plus que tous les éléphants d'Afrique de l'Ouest. Mais il n'empêche que la dégradation est là. Je veux dire, la tendance, elle est quand même pas joyeuse, même si au Kenya, ça remonte maintenant. Mais les lions, regardez, moins 30% pratiquement les 10 dernières années, et je parle du Kenya. Et moins 97% pour les rhinos, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, voilà. Bon, il y a aussi des réussites, je voulais quand même le dire, il y a aussi des choses qui marchent, il y a aussi des parcs, ils sont pas tous là, il y en a, on a perdu dans rien, il y a 5 minutes. Mais il y a d'autres parcs dans différents pays, dans différents lieux, de différents types de gouvernance. D'ailleurs, la plupart, c'est pas cela, mais on aurait pu en mettre plus, ce sont des parcs de gouvernance de type communautaire. C'est là qu'il se passe des choses un peu plus intéressantes, un peu plus percutantes, un peu plus productives. Mais bon. Voilà, alors la conclusion, je vais passer direct, parce que c'était la mienne, mais c'est pas très intéressant. Et je vous remercie. Merci Geoffroy, je pense que... Bon, c'est quand même assez pessimiste, on devrait se réjouir. Non, je pense que le lion, l'éléphant en Afrique de l'Ouest, c'est quand même un produit touristique quand même pour la zone. On va parler tout de suite des solutions de niveau coopération. On va rester sur le domaine technique. Alors, je vais vous poser, en fait, comme il nous reste peu de temps, je vais vous poser les questions importantes. On en a listé 4 ou 5, et en fait, on va vous demander, on va prendre 2-3 interventions, 2-3 commentaires pour ceux qui souhaitent exprimer leur point de vue sur la question, répondre à la question, enfin, tenter de répondre à la question. Et Geoffroy, tu pourras bien sûr reprendre la parole, parce que j'imagine que tu as peut-être des idées sur les réponses à apporter. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment appuyer les acteurs publics, souvent en grande difficulté, dans la gestion des aires protégées et la protection de la faune. Voilà. Je suis sûr que tu vas nous répondre. Tu vas reprendre la parole. Absolument pas. S'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de... Est-ce que c'est sans espoir? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nous délivrer une note d'optimisme dans la salle? Je continue sur la question, après on reviendra. C'est très important. C'est clair. Vas-y Jean-Christophe, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir deux micros? On ne peut pas passer à la question parce que je pense que c'est un sujet clé. Alors on a fait ça depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il faut quand même se poser la question de ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Il faut qu'on ait quand même un petit... et puis peut-être un diagnostic assez honnête, parce qu'il y a des choses qu'on a tendance à omettre. On sait tous qu'il y a certains problèmes, mais on les met sous le tapis parce que personne ose quelque part publiquement les mentionner. Moi, ce qui dans tous ces problèmes-là, il me semble que déjà on manque d'indicateurs, notamment des donateurs, c'est-à-dire que on ne sait pas en gros où passe l'argent, on ne sait pas quel est le bénéfice pour la biodiversité. Généralement, on peut être en désaccord, mais je pense qu'on a besoin d'indicateurs clés. Moi, je travaille en Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest, je suis content que Geoffroy t'ait mis ça dans les bons élèves. Mais j'ai travaillé sur un projet que je pense était un excellent projet, parce que je travaillais dessus. On n'avait aucun moyen d'expliquer aux donateurs qu'on avait des résultats pour la biodiversité, aucun. Je pensais que les choses avaient évolué quand même, puisque maintenant les donateurs exigent des rapports d'évaluation. Oui, mais sur la base d'indicateurs précisément. Oui, mais les indicateurs, il faut qu'on puisse les répéter, il faut qu'ils puissent être vérifiables, c'est-à-dire qu'on peut dire, comme on a dit dans certains parcs, il reste une population de lions, d'éléphants dans le parc. Si personne ne va les vérifier ou si on sait que c'est faux, il faut que quelqu'un dise que c'est faux. Et pendant très longtemps, dans certains parcs, on a maintenu l'illusion qu'il y avait des populations, d'espèces, que tout allait bien, alors que tout le monde sait que ça va très mal. Donc je pense qu'il faut qu'on continue, mais il faut qu'il y ait des règles de transparence, il faut qu'il y ait des leçons qui soient apprises. Donc on les connaît entre nous collectivement, on sait ce qui ne va pas, on sait que c'est différent d'un pays à l'autre, on sait qu'il y a des problèmes institutionnels parfois, mais je ne sais pas, alors là il y a plein de faits qui sont super importants, mais les conclusions c'est quoi? Comment on restitue ça? Comment on va dire,
voilà, là on arrête de faire ça, ça ne sert à rien. Le problème, pourquoi on n'a pas eu de résultat, c'est ça, 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 ça et ça. Et alors, en fonction de ces leçons, après on priorise nos actions, mais j'ai pas l'impression qu'on fasse vraiment un bilan super fin, ou qu'on ait peut-être parfois envie de le faire. Parce que c'est pas un sujet facile, mais le sujet, il faut continuer à le faire, je crois qu'on n'a pas le choix. Je sais pas, moi j'ai le sentiment que les financeurs de la coopération, pour entendre leur discours quand même depuis des années, voulaient mettre un terme à cette politique de l'autruche. Je pensais que vous avez pris les garanties justement pour que ce type de déni soit un déni, mais quasiment. Geoffroy, tu partages cette... Tu estimes, toi, qu'on est toujours dans une politique de l'autruche? On se dit, allez, on finance, de toute façon, on fait ce qu'on peut. Et... Bon. Non, mais c'est toujours pareil, c'est que comme on a un peu de temps, on dit les choses de façon... Pour les faire de façon caricaturale. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vrai que même nous qui avons passé notre temps à faire des évaluations, et tu sais comment on a fait, on n'a pas une vision juste de la réalité. Mais c'est pas du déni, hein, c'est pas du tout pour la cache. Non, je suis d'accord, et évidemment, il n'y a pas de volonté de n'importe quel bailleur de bâtir ses résultats sur des faux résultats. En fait, tout le monde cherche la vérité, mais c'est comment on l'obtient, comment on arrive à l'obtenir. Et ça, c'est très, très difficile. Là où il y a une espèce de déni, peut-être, parfois inconscient et certainement souvent conscient, c'est qu'évidemment, personne n'a envie d'endosser l'échec. Il y a quand même des projets qui se sont continués sur une situation qui allait en se dégradant. Je peux citer le projet EcoFab, par exemple, où il y a eu des tas de phases. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas travailler. L'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, mais on a quand même répété des phases en se disant bon, on va faire mieux dans la phase suivante, sans tirer complètement les leçons de la phase d'avant. Est-ce qu'on peut le faire? Je ne dis pas qu'on peut le faire, mais a posteriori, on est en train de parler a posteriori, c'est plus facile. Sans réorienter les choses de façon intelligente, efficace, pratique. Bon, mais encore une fois, c'est tellement facile de passer derrière que voilà. Quelle est la position de l'UICN sur cette... Parce que c'est pas une Afrique de l'Ouest seulement. Donc, quelle est la position de l'UICN? En termes de... Sur la question comment appuyer les acteurs publics. Je pense que c'est quand même la mission de l'UICN dans son rôle de facilitateur d'assistance. C'est terrible ça. C'est terrible qu'il n'y ait pas de réponse. Mais non, sur la notion de comment sortir de cette impasse, parce que moi je dis l'intervention de Geoffroy, elle est quand même un peu. On est dans une impasse, il faut sortir de l'impasse. Comment sortir? Avec qui? Et comment l'UICN peut apporter sa contribution pour qu'on sorte de cette impasse, parce qu'elle a un rôle majeur au niveau global sur la biodiversité. Donc je ne représente pas l'UICN, je suis du Fonds français pour l'environnement mondial. Moi je reviens, enfin excusez-moi, mais je reviens un peu en arrière sur donc, comment on sort de soi-disant déni. Allons-y carrément. La réalité c'est que donc on investit, il y a des bénéficiaires qui sont des bureaux d'études, qui sont des agents de l'État, qui prennent des PRPM, qui prennent des soutiens, qui prennent des capacity building, parce qu'on les multiplie, et tout va très bien. On fait des évaluations, on constate qu'effectivement on a bien acheté le matériel, on constate qu'on a bien fait les capacity building, on constate qu'on a fait bien le document, les études, on a fait les inventaires, tout a été rendu. Donc concrètement sur le terrain, effectivement, c'est pas pour ça que ça marche. Donc effectivement les évaluations se font. En termes d'indicateurs de biodiversité, malgré tout, effectivement, on a des données qui sont synthétiques, on en a de plus en plus. Sauf qu'effectivement, de plus en plus, ceci étant, c'est exactement ce que dit Geoffroy, on fait les projets, on dit, ben si, on a fait tout ce qu'on avait prévu, mais finalement, on se rend compte que malgré tout, les questions sont encore importantes. Et donc, mettez-en plus, revenez-y, quoi. Et donc, on justifie que justement, il faut encore accentuer l'effort, quoi. Or, finalement, on ne se pose jamais les questions de la façon dont on fait, ou la façon dont on s'y prend. Et à mon avis, c'est vraiment ça le sujet. Quand tu poses la question de comment on aide les acteurs publics, à mon avis, c'est pas ça la question. La question, c'est que veulent faire les acteurs publics.
comment ils vont s'aider eux-mêmes et comment ensuite on les accompagne. Or ça, justement, personne ne la pose cette question. Que veulent faire les Africains de leurs aires protégées? C'est l'UICN qui... Je ne pense pas que ce soit l'UICN de le dire. Je pense que c'est aux Africains de le dire. Oui, exactement. Non, là, effectivement, il y a peut-être une double approche ce soir. C'est la notion de la relation entre les acteurs publics de type politique. Ça, c'est clair. Mais moi, je voudrais quand même donner une note d'optimisme parce que je vois les progrès qu'on a fait dans l'action opérationnelle sur les programmes des petites initiatives qui marchent très bien en s'appuyant sur les ONG locales, sur les communautés locales pour mettre en œuvre. Donc avec moins d'argent, finalement, on fait plus en mobilisant certaines populations locales avec le concours de l'ONG. Donc finalement, moins on met d'argent, mieux ça marche. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, pour autant, je veux dire, on peut développer ce genre d'initiative. On le fait d'ailleurs, il faut d'ailleurs souligner ce succès de ce nouveau programme qui a été mis en œuvre depuis 5 ans. Ça ne répondra pas à tous les enjeux. Donc il y a forcément aussi un nouveau dialogue à entreprendre avec les autorités, ce qu'on appelle les autorités de niveau local, mais qui sont une représentation politique ou administrative de l'État, voilà, qui souvent constituent des blocages dans l'action. Je crois qu'on est tous conscients, pas simplement l'Afrique de l'Ouest. Donc là, il y a effectivement, est-ce qu'il y a un rôle pour l'UICN ou est-ce que c'est vraiment un problème politique dans lequel l'UICN n'a pas son mot à dire? Jean-Yves. Moi, j'avais cru comprendre que le projet Geoffroy, Je suis pas encore approché. je n'ai pas dit de Geoffroy, visait à établir la vérité sur les réalités des aires protégées dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest en formant des évaluateurs. Parce qu'on ne peut pas améliorer l'efficacité de la gestion sans avoir fait un bilan et un état de la situation tenté. Donc moi je suis pas... La situation est peut-être grave. Enfin, le travail qui est fait à l'heure actuelle, à mon avis, est tout à fait bien ciblé. Et si on maintient l'effort pendant un certain nombre d'années, je ne vois pas comment... Je pense qu'on redressera la situation. D'abord, on aura, grâce aux évaluateurs formés constamment, une vision de plus en plus correcte de la situation. Et puis à partir de là, grâce à la formation des gestionnaires d'aires protégées, on aura la certitude que les mesures vont être prises. Enfin, moi, je ne suis pas pessimiste. Si, je ne suis pas très optimiste, mais sur la situation générale. Mais le travail qui est fait est bien ciblé, à mon avis. Et si c'est... Non, je suis pas désespéré et je suis pas... Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il faut voir. Merci de vous présenter. Jean-Marc Garou, je suis du UICN basé à Ouagadougou. Moi, j'ai le sentiment que je rejoins Jean-Yves en disant ce qu'on fait, c'est indispensable. Et je dirais que nous qui sommes dans ce métier, on est surpris un petit peu des résultats. Les évaluations du lion, par exemple, des espèces, des éléphants. Le constat est le même pour les éléphants que pour les lions. Les populations se rétrécissent. Et aujourd'hui, si on veut faire quelque chose sur les éléphants, il faut se concentrer sur un petit nombre de populations qui sont viables. Les autres, tous les efforts qu'on fera ne feront que repousser l'échéance de quelques années, de quelques dizaines d'années, mais c'est des populations qui sont plus viables aujourd'hui. Mais cette situation qui pour nous est surprenante quand on en prend conscience, elle n'est pas diffusée. J'ai le sentiment que la plupart des acteurs politiques, des décideurs politiques, n'ont absolument strictement aucune idée. Les décideurs politiques locaux africains, oui, ont une idée très très vague et ne comprennent pas la signification n'ont pas accès à ces chiffres, à ces cartes, et ne se rendent pas du tout compte de la vitesse de la dégradation des ressources. Et que quelque part, il y a quelque chose d'autre à faire maintenant, compte tenu quand même... Est-ce qu'ils considèrent la grande faune comme un produit touristique, un produit de développement, une solution basée sur la nature? C'est le thème de notre congrès.
Dans certains pays, oui. Dans d'autres, non, parce qu'il n'y a plus rien à voir. C'est même plus un produit touristique, la grande faune, dans ces zones-là. Au On va Burkina, ouais. au Burkina, au Les Ghana, touristes au en Bénin, depuis longtemps déjà. mais dans d'autres pays, Ouais. non. Voilà, un produit complémentaire à, je dirais, parce que la grande faune constitue encore un produit touristique qu'offre ces parcs. Quel est le niveau de fréquentation de ces parcs? Est-ce que le niveau de fréquentation décroît également en même temps que les espèces ou... Oui, bien sûr, bien sûr, on est là pour ça. Hein. D'accord, merci. D'abord, moi, j'ai pas... Tu peux te présenter pour l'Assemblée? Le Méniano, directeur régional d'Afrique centrale de l'Ouest pour l'UICN. D'abord, je pense que un projet est rarement à 100% un échec ou à 100% un succès. Donc, ça dépend qui regarde, comment vous regardez, qu'est-ce que vous regardez, etc. Donc, moi, sur Plein Ecoparks, on était d'accord que, bon, il n'y a pas eu beaucoup de résultats par rapport à l'enveloppe. Par rapport à, si on parle de nombreux projets qu'il y a eu, que ce soit ceux financés par le FEM ou bien sur d'autres financements, il y a des succès, soit en termes d'éveil de la conscience de la population riveraine,